Yeah, hey, we do it big. Hey, we do it big. Hey, we do it big. Yeah, yeah, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays diffusé sur la télé de Rogers à Ottawa. Gavino Defalco avec mon bon ami, le journaliste sportif Jeremy Filosa. Comment ça va, Philo? Ça va très très bien. Grosse émission, je vous le dis là, ça va être 28 minutes et demie de feu d'artifice parce qu'on est en forme, on a beaucoup de choses à dire. Le tour de table encore une fois, bon, les Blue Jays, une fiche de 500 cette semaine, pas capable de battre, bon, disons, des bonnes équipes avec régularité. Bon, ils ont échappé, bon, un match là, contre les Phillies mercredi. 7-4, si je ne m'abuse. On a toutes les images. On a également, bon, des statistiques, des tableaux et tout ça, des faits saillants. Philo, résume-nous un petit peu la semaine des Blue Jays. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter. C'est du pareil au même depuis le début de l'année. Ben exactement. Toutes les semaines, on répète les mêmes choses. Quelques hauts, mais plutôt aussi des bas. On demeure à 3 matchs sous la barre de 500 au moment où on se parle. Et même si on a flirté avec le 500 la semaine dernière, on n'a pas été capable de passer par-dessus cette barre, disons, si importante, là, psychologiquement parlant, chez les Jays. Malheureusement, les problèmes sont toujours les mêmes et on ne semble pas trouver de solution. Au monticule, en général, ça se tient. Les lanceurs partants donnent à l'équipe une chance de gagner des matchs. L'enclos de relève aussi, la majorité du temps, retient l'adversaire jusqu'à la toute fin pour que les Jays aient une chance jusqu'en 9e manche. Malheureusement, plus souvent qu'autrement, les bâtons ne sont pas là. Les coups de coup sûr pour plus d'un but sont absents. Et ceux sur qui on compte le plus continuent malheureusement de nous faire faire dans les mains, là, voilà. Philo, t'es donc bien négatif puisqu'on regarde le tableau du classement du meilleur deuxième et troisième. Les Blue Jays sont en plein dans la course. Oui, en plein dans la... Moi, je te dirais que dans la Ligue américaine, dans la course, il y a beaucoup de caca. Et là, ben c'est c'est la qualité de caca. C'est du très mauvais caca ou tu... C'est là qu'on voulait être au mois de juin, c'est-à-dire après 69 matchs, 33 victoires, 36 défaites. Ouais. On panique pas. Les blessés, bon, vont revenir au jeu incessamment. Les Blue Jays ne sont qu'à un seul match d'une place en série. On va arrêter de paniquer. Regardez les statistiques, bon, d'équipe. 23e au niveau des points marqués, donc ça fait dur. Au monticule, ça se tient. 15e, donc au milieu du peloton du baseball majeur. Les coups de circuit, on frappe pas de coups de circuit, mais c'est pas grave. Veux-tu que je te remonte le tableau, là? On est juste à un match d'une place en série. Tout va bien, Madame la Marquise. Et comme mon ami Mike Bussato m'a mentionné hier, il n'y a pas de sentiment d'urgence. Les larges sourires sur le banc, même si on se fait battre 2 games sur 3 à domicile. As-tu vu? Les joueurs ont du fun sur le banc. Ça, là, Mike, il me l'a dit, il est plus capable. Il dit, tu le diras au podcast, là, les larges sourires, pas de sentiment d'urgence. John Schneider fait plaisir à tout le monde. Il fait jouer Jeff Hoffman. Il donne la balle à Brandon Little. Il donne des présences au bâton à George Springer. Ça, juste pas. Tout va bien, Madame la Marquise, Philo. Ben, écoute, c'est le fait que la Ligue américaine soit si faible cette saison nous donne une raison de continuer à regarder les matchs et d'espérer que l'équipe puisse, à un moment donné, prendre son envol, parce qu'il y a personne dans la Ligue américaine qui semble vouloir le faire. Comme tu le dis, tu es à 3 matchs en bas de la barre de 500 et tu es en position pour faire les séries éliminatoires. C'est un non-sens, normalement. C'est vraiment une anomalie au moment où on se parle. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Gavino, que là, les statuts, là, entre guillemets, là, faut que ça arrête. Tu sais, ben oui, mais ton nom, c'est ça, puis t'as fait ça dans ta carrière. Oui, mais présentement, nous aides-tu? Est-ce que tu nous aides à gagner? Si la réponse, c'est non, ben je suis désolé, il faut céder ta place à quelqu'un d'autre. Notamment, on va en parler plus tard dans l'émission, mais Max Scherzer et George Springer, 2 vétérans qui arrivent à la fin de leur contrat. L'organisation ne leur doit plus rien. Je te dis pas qu'il faut être bête avec eux, mais tranquillement, pas vite, tu dois les faire descendre dans ton échiquier pour qu'à un certain moment donné, ils comprennent eux-mêmes que ben ils ont plus leur place. Je veux dire, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui va se réveiller à un certain moment donné,
mais il faut que tu fasses jouer ceux qui te donnent quelque chose, des raisons présentement de te faire gagner. Max Scherzer, on va en parler tout de suite. On va regarder des images contre Philadelphie un peu plus tôt cette semaine. Les Blue Jays tiraient de l'arrière 1-0. Maintenant, il y a 2 gars sur les buts pour un gars qui s'appelle Baum. Et on regarde tout de suite ce qui s'est passé. Fly ball, left field, hit well. Pinango's going back. It is gone! 3-run home run, Alec Bohm. And the Phillies have taken a 4-0 lead. Boy, he crushed that one. 8 home runs, 34 runs batted in. Yeah, that wasn't an overswing by Alec. That was just a nice, smooth swing. He caught the bottom half of the ball. Non, mais la direction cette année veut-elle vraiment gagner? Parce que sinon, Max Scherzer serait déjà parti, il ferait même plus partie des plans des Blue Jays. Cette année, 22 manches de travail en 6 matchs, 6 départs. Ça, c'est une moyenne de même pas 4 manches de travail. Comment ça se fait qu'on n'a pas mieux que ça dans l'organisation? 22 manches de travail. Il a donné, 11 buts sur balle. Seulement 14 retraits au bâton. Une moyenne de points mérités de 10-23, Philo. 10-23. Je sais qu'il a atteint des sommets là, en carrière. 3503 retraits au bâton, puis il s'en va directement au panthéon du baseball. Mais comment ça se fait que t'as pas mieux que ça dans l'organisation avec une masse salariale? Pas de fin à 52 millions, 300 millions de masse salariale, puis Scherzer, c'est ton homme aux 5 jours. Je décroche. Écoute, c'est sûr, Gavino, que si son nom, c'était pas Max Scherzer, puis il s'appelait n'importe quel autre nom, il est déjà désigné pour assignation depuis déjà plusieurs semaines. Là, on l'a mis sur la liste des blessés, on voulait lui donner une chance. Et hier, là, John Schneider a dit, ouais, mais vous allez voir, plus qu'il va prendre son rythme, et plus que là, on va vraiment voir le Max Scherzer. Moi, personnellement, Gavino, je pense qu'il lui reste, si le prochain départ de Max Scherzer est un départ difficile, on va le sortir de la rotation. Parce que là, Bieber approche d'un retour. Il lui reste peut-être 2 départs à Buffalo avant de revenir dans la rotation. On a des gars comme Patrick Corbin qui font quand même une job respectable. Spencer Miles aussi comme lanceur à tous les 5 jours. Il fait le travail. On l'a utilisé cette semaine avec seulement 3 jours de repos. Il a été efficace. Alors, on a d'autres options. Il est juste là parce que son nom, c'est Max Scherzer. Mais comme tu viens de le dire, je veux dire, il dégonfle complètement toute son équipe en début de rencontre. Et ça, c'est départ après départ après départ. Ça peut pas continuer comme ça. Il balle en plein cœur du marbre, Philo. Il donne des coups de circuit avec régularité. Il a donné un circuit à Bryce Harper. Tu sais, ses départs cette année, 2 manches et un tiers. Ensuite, contre l'Arizona, 6 manches. Par la suite, 2 manches et un tiers, 3 manches et un tiers, puis 3 manches et un tiers. Tu sais, à un moment donné, on disait que la relève était surtaxée parce que on utilise le bullpen day 2 fois sur 5. Tu rajoutes là-dessus Max Scherzer qui est pas capable de te donner 5 manches. Je veux dire, à un moment donné, on peut-tu faire une transaction pour aller chercher un lanceur? C'est rien de garanti là, que Shane Bieber, tout d'un coup, il va devenir le Dylan Cease numéro 2. Là. Il y a rien d'impossible. Donc, les Blue Jays sont chanceux d'avoir cette fiche-là de 33-36 puisque la relève est remarquable depuis le début de l'année. Ouais. Mais pour ça, je veux dire, des lanceurs partants, c'est coup-ci, coup-ça. En tout cas, moi, Max Scherzer, si John Schneider et l'état-major ont des couilles, c'était son dernier départ cette semaine. Tu peux pas le ramener, là, Philo. Il s'en va pas en s'améliorant. Il a 42 ans. Je sais qu'il manque juste 15 manches de travail pour atteindre les 3000 là, dans sa carrière. Je te le dis, je te fais une prédiction. Il se rendra pas à 3000. Il se rendra pas à 3000. Ça va être terminé avant. Écoute, je pense que la prochaine étape pour moi, comme j'ai dit, je pense qu'il va obtenir un autre départ. On va lui donner une dernière chance parce que là, il revient de blessure et tout ça. Si son prochain départ est catastrophique, on ne le reverra plus dans la rotation. Est-ce qu'on va le voir dans l'enclos? Peut-être. On verra. Mais comme tu le dis, puis comme je le répète, Gavino, là, on n'est plus au stade de on est dans le processus. Là, on est dans le stade de faut gagner des matchs. Alors, ton statut comme joueur dans l'équipe, il ne peut plus avoir préséance sur l'importance de gagner des matchs. Et ça va pour George Springer aussi. On peut pas continuer à jouer du baseball avec un gars comme George Springer au premier rang. Il frappe à peine pour 200. Je veux dire, on a des gars... C'est parce que, Gavino, on a des gars qui embarquent. Clement, là, il y a une moyenne en haut de 300.
Puis Lucas, il a une moyenne en haut de 300. Puis même notre ami Jesus Sanchez, le bizarro que je l'appelle, il frappe la balle. C'est un des seuls qui frappe la balle pour plus d'un but occasionnellement. Ben, mettons-le comme troisième frappeur. Moi, je déplacerais Vladimir au 4e rang. Je vais t'expliquer pourquoi. OK, on a parlé... OK, parfait, vas-y. On en parle tantôt parce que je te dis, j'en ai long à dire sur Vlad et George Springer. Parfait. Qui ça fait dur cette année. Ah, vraiment. Bon, Dylan Cease, bonne nouvelle. Cette semaine, il est revenu au jeu. 6 manches de travail, 11 retraits au bâton, pas impliqué dans la décision. And another strikeout for Cease. That's 10. Let's go to Hazel. Dan, I asked Pete Walker if he had any concern. Tu sais, 3 victoires, 3 défaites. Avec c'est une incroyable. Et 3, et il retire tout le monde sur des brises. 6 manches, 11 retraits au bâton. C'est le lanceur de l'année avec Louis Varland cette année avec les Blue Jays. Mais plus souvent qu'autrement, pas d'attaque. Non, c'est ça. Ben, les gars sont mal appuyés. Gausman, c'est un peu la même chose. Il n'y a aucune marge de manœuvre pour un gars comme Gausman, ni Dylan Cease. Tu sais, si quelqu'un t'avait dit, hey, Dylan Cease va arriver, là, au début du mois de juin, il va avoir 103 retraits sur des prises. Ah, puis by the way, il aura passé 2 semaines sur la liste des joueurs blessés, puis ça affiche ses 3 victoires, 3 défaites. T'aurais dit, ben non, impossible. Tu viens de me dire qu'il y a 103 retraits sur des prises. Mais encore là, aide-toi et Dieu t'aidera. Il faut que le gérant prenne des décisions en conséquence. La bonne nouvelle, c'est que Cease est revenu avec la même étoffe qu'il avait lors du début de la saison. Moi, je pense qu'il va s'en aller au match des étoiles, Gavino. Dylan Cease et aussi notre ami Louis Varland méritent leur place. Peut-être même Clement, on verra. Mais ça a été une excellente nouvelle de voir comment Dylan Cease a lancé dans son premier match là, de retour avec les Blue Jays. On va parler des blessés du côté des Blue Jays. Quelques joueurs qui pourraient être de retour dans cette semaine. Là. Dalton Varsho, au jour le jour, lui qui est blessé au poignet. Bon, les joueurs les plus importants, là, Shane Bieber, qui est supposé lancer au niveau 3A cette semaine. Ouais. Et près de retour, mais est-ce que ça va être le Shane Bieber de Cy Young ou le Shane Bieber qui revient d'une blessure? Et puis, tu sais, on fondait beaucoup d'espoir. On est rendu au mois de juin, toujours pas lancé une manche dans les matchs. Barger, coudon, c'est donc bien long son affaire. Ah ouais. Si il allait au marbre, il aurait jamais dû le challenger. Je sais que il l'avait retiré sur un ballon sacrifice et tout ça, mais ça y a magané le bras. Pourquoi? 4, 6, 7 semaines. Ouais. Et la nouvelle là-dedans, Alejandro Kirk est supposé revenir en fin de semaine. Ça va faire du bien, malgré que Alejandro Kirk n'avait pas un très bon début de saison. Je pense qu'il frappait pour 150. Tu sais, lorsque tu dis que Kirk il va revenir, c'est la solution en attaque. C'est pas supposé être ça, là, mais quand même, retour au jeu de Alejandro Kirk. Ben, super intéressant et important ce retour au jeu de Alejandro Kirk. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que c'est assez clair que notre jeune ami Valenzuela a pris sa place dans l'équipe. Il est en train de démontrer qu'il peut être éventuellement un joueur de tous les jours dans le baseball majeur. Je ne pense pas que l'équipe va vouloir le rétrograder. Par contre, on a tellement de difficultés en attaque, Gavino, que je serais pas surpris que John Schneider fasse jouer Kirk et Valenzuela à tous les jours. C'est-à-dire, il y en a un qui est frappeur de choix, puis l'autre est receveur. Ça veut dire que George Springer retournerait dans le champ. John Schneider a parlé de la possibilité de renvoyer Springer au champ extérieur. J'ai pas de problème avec ça. Je sais pas pourquoi, pendant tout ce temps-là, on s'est obstiné à seulement l'utiliser comme frappeur de choix, mais peu importe. Parce que là, ça va te prendre les bâtons de Kirk et Valenzuela dans l'alignement à tous les jours si tu veux te donner une chance. Ça veut dire que tu vas probablement garder 3 receveurs. Heinemann va être ta police d'assurance sur le banc. Pourquoi je dis ça? Heinemann va partir. Philo, arrête de niaiser. Là. OK. Ben, moi, je te dis ceci. Là. Heinemann, tu nous as donné des bons services, mais là, regarde, c'est la loi du plus fort, puis Valenzuela, il est dans Fleur. Heinemann, je veux dire. Oui, mettons. Mettons. Tu gardes. Heinemann s'en va, OK? Parce qu'il n'y a plus d'options. Tu l'envoies, il est parti, désigné pour assignation. Parfait. Là, tu as un de Valenzuela ou Kirk qui se blesse. Ben, dans l'organisation, présentement, il n'y a aucun receveur capable de jouer dans le baseball majeur. Fait qu'il te reste un receveur. C'est ça ton problème. Il y a présentement. Mais non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu prennes des chances. Non. Varsho peut pas être ton receveur. Arrête, Gavino, là. C'est un receveur d'urgence. Non, tu peux pas avoir un luxe là, d'avoir un 26e joueur qui va être coureur suppléant seulement. Non, il te faut des bras.
Je te l'ai dit, l'équipe est surtaxée du côté des releveurs, puis sont brûlés. Les Blue Jays sont rendus, attache ta tuque, à 27 lanceurs d'utiliser cette année. Tellement qu'on n'avait pas de lanceurs que Tyler Hanneman, il a lancé 2 fois. Philo, c'est-tu normal? 3 fois. 27 lanceurs. Puis je regarde le programme, là, j'ai aucune idée c'est qui ces gars-là. Tu sais, le gars qui avait un nom composé cette semaine, là, qui faisait tout le tour. Aucune idée. Seabold, il a lancé une coupe de manche terminée. Il y a Ariel Rodriguez. Combien de millions qu'il fait par année, ce gars-là? C'est un contrat de 30 millions sur 5 ans. On n'a plus besoin. C'est malade. C'est Non, malade. je sais, je comprends. Cette question-là. Ben, je te jure, Gavino, que tu peux pas te retrouver dans une situation où tu as un receveur des ligues majeures dans ton club. Alors, je serais pas surpris que Heinemann demeure avec l'équipe comme 3e receveur. On verra. Oui. Ils peuvent prendre d'autres décisions, mais je serais pas surpris. John Schneider, j'ai quelque chose à y reprocher. Tu l'as dit, il gère avec les noms dans le dos. Tu sais, David Schneider, il a frappé pour 98 toute l'année, puis on l'a traîné jusqu'au mois de juin. Ouais. Scherzer, moins de points mérités de 10-23, puis à l'heure où l'on se parle, il est toujours avec l'organisation. Puis tu sais, Jeff Hoffman, il a eu de la difficulté l'année passée, de la difficulté au mois d'avril, même chose avec Brendan Little, etc. On gère avec les noms dans le dos, puis ça prend du temps, justement, à faire fonctionner la machine. Ouais. Je veux parler de l'attaque puis des problèmes de l'attaque. T'sais, avant ça, là, j'ai quelque chose à te faire, à démontrer aux spectateurs. La course sur les buts des Blue Jays cette semaine, atroce, avec un A majuscule, Arial Black 24 à peu près. Je vous le dis, là, regardez cette séquence-là. Les Blue Jays tirent de l'arrière 6-0. Et là, tout d'un coup, tu as 2 gars sur les buts. Ils s'en vont où? Aucune idée. Regardez la façon dont la manche s'est terminée. C'est atroce. C'est atroce. That one will bounce away, and now Lucas is going to second, but Straw hadn't gone to third. And now they've got Lucas caught in a rundown, and that is going to end the inning. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ça résume la saison des Jays. Beaucoup de difficultés, des bulles au cerveau. On se fait retirer facilement en tentative de vol. Aucune communication. C'est le jour et la nuit avec ce qu'on a vu là en deuxième moitié de saison cette année. Ben, écoute, ce club-là. Nathan Lucas, malheureusement, court la tête basse et ne regarde pas ce que Straw fait devant lui et les gars se font pogner. Petite parenthèse, est-ce que vous avez regardé les jeunes qui nous écoutent ce que Real Muto a fait? Il a pris la balle, il a couru vers Lucas et ensuite de ça, Lucas est mort. Alors, c'est le jeu que le receveur doit faire. Approche-toi du coureur qui est entre les deux sentiers. Ceci dit, Gavino, ces deux gars-là, là, combien de fois dans une saison ils font des gaffes de même? Ça arrive jamais. Ces deux gars de qui on peut rien reprocher. À rien. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça arrive des fois. Ça arrive. Ils en ont eu des bulles au cerveau cette année. C'est pas juste dans le dernier match. Là. Au mois d'avril, on en a vu. Au mois de mai, on en a vu. Donner des 90 pieds, des 180 pieds. Ne pas atteindre de l'intercepteur. Lancer dans le backstop et tout ça. Donner des points gratis. T'as pas le luxe de donner des points. T'as pas d'attaque, Philo. C'est sûr. Tu peux donner 27, 28 retraits à l'adversaire puis donner des retraits gratuits. Présentement, t'as pas une attaque qui fait peur. Là. Je comprends. Dans ce live-là, qui fait peur? Mais penses-tu que Nathan Lucas, lui, dans sa tête, il s'est dit « Hey, je vais y aller puis il va me faire pogner. » Ben non. Lui, il essayait d'être agressif pour s'assurer d'être rendu au deuxième puis qu'on ait des coureurs au deuxième et au troisième. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, comme j'ai dit, si c'est un gars qui continue de faire les mêmes erreurs tout le temps, c'est une chose. Mais ces deux gars-là, Straw et Lucas, c'est probablement les deux plus fiables dans le sens du knowledge baseball, puis quoi faire, puis quoi pas faire. Regarde, c'était pas beau, j'étais pas content, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des choses qui arrivent. On va être positif maintenant, on va parler de Brendan Valenzuela, parce que, je vous le dis, le dernier volet, on va revenir dans la négativité. On parle de Brendan Valenzuela, on regarde. And it's lined to left field, a base hit. And Valenzuela has walked it off for the Blue Jays.
victoire importante des Blue Jays un peu plus tôt cette semaine contre les Phillies. Louis Varland qui donne un point en début de 9e, mais les Blue Jays tout d'un coup se réveillent et les Phillies jouent du très mauvais baseball et donnent la victoire aux Blue Jays sur un plateau d'argent. 7 coups de circuit, 18 points produits, moins de 252, fait des bons contacts avec la balle, frappeur ambidextre, une excellente transaction il y a quelques années, je pense que c'était Nate Pearson, le lanceur droitier contre Brendan Valenzuela, et je vous le dis, ça va être intéressant de voir, tu l'as dit tantôt, qui va être frappeur désigné lorsque Alejandro Kirk va revenir au jeu parce que Valenzuela ne peut pas le débarquer de là. Ben, moi, je pense que c'est ça. Tu viens de le dire. Ces deux gars-là vont jouer pratiquement à tous les jours. Peut-être que Kirk, au début, on va y aller tranquillement avec lui parce qu'il revient d'une blessure. Mais ces deux bâtons-là, tu veux les avoir dans ton alignement. D'où ce que je disais tout à l'heure, Springer, si on veut le garder dans l'alignement, va se retrouver dans le champ. Mais je dois lever mon chapeau à Valenzuela parce que je pensais pas qu'un gars, au début de l'année, Gavino, là, souviens-toi, on le regardait et on disait, il est vert, ça n'a pas d'allure, il est pas prêt, là. On n'a pas le choix, on le lance dans le feu de l'action, mais il est pas prêt pour le baseball majeur. Et là, depuis, je te dirais, début mai, mi-mai, on commence à voir un frappeur professionnel à la plaque, probablement capable de frapper avec de la puissance. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas du côté des Blue Jays. Mais c'est la constance depuis ce temps-là. C'est pas juste le petit coup sûr contre l'avant-champ rapproché, contre Jared Duran, qui est très bien. C'est la constance d'un gars capable de frapper la balle avec autorité. On peut pas se priver de son bâton présentement dans l'alignement, même si dans un monde normal, là, les Blue Jays diraient, écoute, retourne en bas, tu vas continuer à faire tes classes, on s'en verra l'année prochaine. Ça peut pas être ça, là. Ça peut pas être ça. OK, bon, on va parler de Vladimir et George Springer. J'ai écrit dans l'infographie le horrible avec un H majuscule. Je pense que le mot se prête à la situation et tout ça. On va regarder une situation bizarre cette semaine lorsque l'entraîneur des frappeurs des Blue Jays, David Popkins, s'est fait sortir de la game. Bonsoir, tu es parti. Probablement qu'il est impatient puisque ces deux poulains font beaucoup d'argent et ne livrent pas la marchandise. Regardez l'échange justement entre David Popkins et l'arbitre en chef. Pitchers and position players. Hitters can take longer to develop as well. I think the Blue Jays are very happy about that. Imagine you had to see this guy with the Rays again and again. And we have an ejection. David Popkins, I believe, just got run from this game by Jansen Visconti. Visconti said one word and gave him the hook. It's a fairly quick hook right there. Yeah, it's a little... Must have been some build-up maybe before. Get out of here! C'est ça qu'il a dit justement à l'arbitre. Non, mais un lancer en plein cœur du marbre. Comment ça se fait que David Popkins, tout d'un coup, il se réveille, puis je sais qu'il veut protéger Vlad, là, qui est dans une léthargie incroyable. Mais je veux dire, pratique, tu sais, je veux dire, mets donc tes efforts, ces ajustements pour trouver des solutions pour ces deux gars-là, parce que sinon, tu t'en vas nulle part. Non, mais écoute, il y avait eu des prises très, très, très serrées, mais qui, selon moi, avaient été des bonnes décisions de l'arbitre qui n'avaient pas été pour les frappeurs des Blue Jays sur cette séquence-là. Mais c'est de la frustration, ni plus ni moins, Gavino, parce que si les frappeurs sont pas contents, ils ont juste à demander la reprise vidéo. Oui, il y avait des tirs très, très, très près, mais je pense qu'en général, l'arbitre avait fait un bon travail. C'est de la frustration, ni plus ni moins. C'est juste ça. Popkins, comme tu le dis, est tanné de voir ses meilleurs joueurs pas être capable de livrer la marchandise. Puis souviens-toi, David Popkins, l'année passée, qu'est-ce qu'on disait de lui? On disait, si John Schneider gagne le titre de gérant de l'année, faudrait qu'il y ait un petit trophée pour Popkins à côté parce que il a été magistral avec cette équipe-là. Cette année, ça ne fonctionne pas. Alors, lui aussi doit vivre beaucoup de frustration présentement, surtout avec Vladimir et George Springer qui, écoute, moment après moment après moment, dans des situations clés, n'arrivent pas à frapper le gros coup sûr. Oncle Georges. Ouais. C'est un frappeur de choix, là. Il joue pas en défensive. D'habitude, un frappeur de choix, c'est un des meilleurs frappeurs de l'organisation. Un gars dangereux, style David Ortiz, OK? Style Albert Pujols, que, tu sais, le lanceur commence à être nerveux lorsqu'il voit au cercle d'attente. Là, il dit, écoute, faut que je fasse affaire, faut que je me débarrasse de ce frappeur-là parce qu'ensuite, là, je vais donner un circuit de 2 points. George Springer, depuis le 1er mai, il joue pas en défensive, là. Se concentre seulement sur ses 4-5 présences au bâton.
207 de moyenne. Un frappeur de choix. 207 de moyenne, 3 circuits, 6 points produits depuis le 1er mai. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, non, mais pourquoi que Schneider continue à le mettre dans le bain quand c'est supposé être un frappeur de choix? C'est pas normal, ton frappeur de choix ait des stats de même, Philo. C'est pas normal. Le problème, c'est que George Springer, toute l'année passée, a été un candidat au titre du joueur le plus utile de la Ligue américaine. On recule juste à l'automne, c'était un des frappeurs les plus intimidants du baseball. Alors lui, il espère juste que en le faisant jouer, à un moment donné, il va retrouver son aplomb. Parce que lui, il se dit, John Schneider, c'est impossible que ce gars-là soit passé de MVP à 0 en 6 mois. Alors, on cherche. Tu sais, Guerrero, c'est un peu différent parce que il en a arraché presque toute la saison dernière. Mais George Springer a été dominant. Ça a été ton meilleur frappeur l'année passée. Alors, je comprends que c'est frustrant présentement, mais au moins, est-ce que ce serait possible de le mettre ailleurs dans l'alignement si tu veux le garder là? C'est plus un premier, puis Vladimir, c'est plus un troisième frappeur. Depuis le 15 mai, Vladimir, là, il y a une moyenne de 259, un circuit, 7 points produits. Puis lorsque tu amènes ton enfant au stade, voir Vladimir frapper des coups de circuit, ben vas-y 2 heures avant la game à pratique au bâton, puisque son dernier coup de circuit en saison régulière, OK, de Vladimir, c'est le 3 septembre dernier, Philo. Il n'y a aucun circuit à domicile, aucun circuit à domicile en 2026. Il faut pratique au bâton. Vladimir a 3 coups de circuit cette année et s'est commis dans 8 doubles jeux en 2026. Il y a plus de... C'est commis dans 8 doubles 3 circuits. 3, 8. Je sais. Non, mais tu sais, on doit commencer à paniquer un peu dans les bureaux des Blue Jays parce que j'en ai parlé il y a de ça au début de la saison. J'ai dit, tu sais, un contrat de 500 millions de dollars, si ça fonctionne pas, puis que Guerrero n'est pas ton meilleur joueur ou un de tes meilleurs joueurs, ça va hypothéquer de façon extrêmement grave ta franchise. Parce que c'est un montant exorbitant pour plusieurs années. Alors, les dirigeants des Blue Jays, présentement, doivent être en train de se dire, on espère qu'on n'a pas vu le meilleur de Vladimir. Parce que si c'est ça, Vladimir, les Blue Jays sont dans le gros tube. Et attends, là, on verra ce qui va se passer. Mais il y a potentiellement un plafond salarial qui s'en vient dans le baseball. Imagine-toi, ça va être quoi si ton gars qui gagne 35 millions par année est pas capable de frapper la petite baballe, puis là, après ça, faut que tu te débarrasses d'autres gars qui performent parce que t'as pas de place sur ton plafond salarial. Ça va être encore plus catastrophique. Alors, écoute, ça va être incroyable. Dans ses 24 derniers matchs, Vladimir a 5 coups sûrs de plus d'un but. 24 matchs. C'est incroyable. Un circuit, 7 points produits. Tu ne peux pas gagner. Philo, on n'a plus le temps. OK. Ça fait du bien. Ça fait du bien, une petite séance comme ça de lavage de linge sale. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt. Grosse série Blue Jays Yankees en fin de semaine. Salut Philo. Bye bye.